sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possible sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 133 dans lequel nous allons parler d'un coupable souvent présent en cas de troubles digestifs. Cet épisode est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation, concentré de nutriments et riche en magnésium pour un bien-être au quotidien, dont je vous reparle en fin d'épisode. Vous le savez sûrement si vous écoutez le podcast depuis un moment, j'adore décrypter ce qui se cache derrière les troubles digestifs. Je vous ai déjà parlé du FUT2 qui peut effectivement se cacher derrière de nombreux troubles digestifs et empêcher de trouver des solutions. Je vous renvoie vers l'épisode qui lui est dédié, je vous remettrai le lien en description de celui-ci. Je vais pas vous refaire tout sur le FUT2 parce que ce serait trop long, mais vraiment, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite fortement à aller écouter. Vous allez sûrement découvrir quelque chose et vous dire « Ouh, ça se trouve, je suis concernée ». Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre fauteur de troubles qui est souvent responsable de beaucoup de symptômes digestifs et qui malheureusement est trop peu diagnostiqué ou parfois oublié. Et il s'agit, roulement de tambour, de l'hypothyroïdie. Surtout de ce que l'on appelle l'hypothyroïdie frustre. C'est-à-dire qu'au niveau médical, il n'y a pas de souci au niveau de la thyroïde, il n'y a pas de maladie, voire presque les normes, les analyses biologiques sont normales. Pour autant, la personne a des symptômes d'hypothyroïdie et quand on va chercher un petit peu vraiment dans les analyses biologiques, on voit qu'effectivement, il y a potentiellement une petite hypothyroïdie. Donc je voulais vous parler de ça dans cet épisode et voir un petit peu ensemble comment la thyroïde impacte la digestion et pourquoi elle est trop souvent sous-estimée. On va voir un petit peu tout ça. Donc pour commencer, voyons un peu comment la thyroïde influence la digestion. La thyroïde, elle influence beaucoup de choses dans le corps. Honnêtement, quand la thyroïde ne fonctionne pas bien, c'est tout le corps qui se met un peu à dysfonctionner. Parce que la thyroïde, c'est un peu la tour de contrôle, je dirais, du corps humain. Ou c'est un peu peut-être plus le chef d'orchestre, on va dire. C'est elle qui va dire, toi tu vas fonctionner comme ça, toi tu vas fonctionner comme ça, toi un peu plus fort, toi un peu moins fort. Et voilà, c'est vraiment elle qui commande un petit peu beaucoup de fonctions dans le corps, et notamment au niveau digestif. Elle va contrôler notamment l'acidité de l'estomac, ça on en a déjà parlé, donc c'est notamment la T3 qui est une hormone sécrétée par la thyroïde, qui va effectivement déterminer en partie le taux d'acidité de l'estomac. Or, vous le savez maintenant, puisque j'en parle quand même souvent, à quel point l'acidité de l'estomac, elle est hyper importante dans l'équilibre digestif. Mais la thyroïde, elle va aussi contrôler la contraction des muscles intestinaux, que l'on appelle les muscles lisses, donc c'est-à-dire qui ne se contractent pas sous l'effet de la volonté. On ne peut pas se dire « Oh, je vais contracter mon intestin maintenant », alors qu'on peut faire ça avec les muscles de notre bras, par exemple. Donc les muscles lisses, ils sont contrôlés par un autre système et qui est notamment orchestré par la thyroïde. Donc la thyroïde, elle fait encore plein d'autres choses, mais là c'est vraiment un peu les deux fonctions qui vont vraiment nous intéresser ici. Donc la thyroïde, elle va jouer à la fois sur la fonction digestive, c'est-à-dire sur la capacité du système digestif à bien digérer les aliments, notamment de par une bonne acidité de l'estomac, mais elle va aussi agir sur le transit, puisque elle va contrôler aussi les contractions des muscles de l'intestin, et c'est quand même eux qui donnent aussi un petit peu le rythme du transit. Et donc effectivement, la thyroïde, elle peut fonctionner parfois en sur-régime, donc là on va parler d'hyperthyroïdie, ce qui arrive aussi, mais c'est moins fréquent que l'hypothyroïdie, où là, l'hypothyroïdie, c'est quand la thyroïde se met à fonctionner un peu au ralenti, sans forcément, encore une fois, qu'on entre dans des catégories médicales qui nécessitent vraiment une intervention médicale allopathique. Parfois, elle peut simplement se mettre un petit peu en sur-régime ou en sous-régime. Le problème, quand elle est en sous-régime, parce que c'est plus ce qui va nous intéresser ici, donc si elle tourne un peu au ralenti, c'est tout le système digestif qui va être impacté, à la fois la digestion haute, donc c'est-à-dire plutôt l'estomac, et à la fois le transit, donc plutôt les intestins, notamment le côlon. Et donc le problème, c'est que si c'est le cas,
eh bien on aura beau faire à peu près tout ce qu'on peut pour agir sur l'estomac et l'intestin, tant qu'on n'aura pas réglé la cause première, on n'arrivera pas à avancer. Et c'est pour ça que je dis que c'est un coupable qui est souvent un peu caché derrière les troubles digestifs, parce que parfois, des personnes, on va vraiment faire ce qu'il faut pour améliorer l'acidité de l'estomac, améliorer le transit, etc. Et pour autant, la personne n'a pas de résultat. Et on peut se dire, mais enfin, c'est quand même bizarre, c'est pas normal que la personne, soit ça ne marche pas, ou soit ça fonctionne, mais ça revient très vite à la situation initiale. Donc il faut y penser quand une personne, par exemple, a déjà essayé beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme elle voudrait. C'est une piste à explorer parce que il faut savoir qu'elle est quand même assez fréquente, cette hypothyroïdie, particulièrement chez les femmes, mais pas que, hein, ça arrive aussi chez les hommes, mais c'est vrai que les femmes sont quand même beaucoup plus concernées par l'hypothyroïdie, et donc il faut penser à aller voir ça. Et en plus de ça, les conséquences quand même ne se jouent pas que au niveau digestif, hein. Déjà quand la thyroïde fonctionne pas bien, c'est tout le corps qui est impacté. Mais c'est vrai que là, par rapport au cas qui nous intéresse, si la thyroïde ne fonctionne pas correctement, l'estomac du coup ne sera pas suffisamment acide, et donc la digestion ne se fera qu'à moitié. Donc il y aura potentiellement des symptômes en digestion haute, donc c'est-à-dire par exemple des lourdeurs digestives, des reflux acides, etc. Mais c'est pas forcément le cas. Parfois la personne elle ressent rien au niveau de l'estomac, et pourtant l'estomac dysfonctionne et elle va plutôt avoir des symptômes au niveau intestinal. Et en général, du coup, on s'en rend effectivement plutôt compte au niveau de l'intestin, donc il peut y avoir des ballonnements, des lourdeurs digestives, la sensation de ne rien digérer, que rien ne passe. Il peut souvent y avoir de la constipation, puisqu'effectivement, si la thyroïde elle est un petit peu au ralenti, les muscles de l'intestin vont moins se contracter, ils vont devenir un peu plus paresseux, et donc forcément le transit va être ralenti, donc la personne elle peut avoir une constipation sur laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Mais à l'inverse, une personne peut aussi avoir de la diarrhée, même en hypothyroïdie, ce qui semble quand même plutôt opposé, vu que la thyroïde a la tendance à ralentir le transit, mais tout simplement parce que des aliments non digérés arrivent dans l'intestin, ce qui peut provoquer de l'inflammation et de la diarrhée. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de creuser, même si la personne n'a pas forcément les symptômes un peu évidents, parce que des fois il y a d'autres explications qui expliquent un petit peu tout ça. Et puis au-delà des symptômes que peut ressentir la personne, le problème d'une hypothyroïdie, c'est que donc si l'estomac ne fonctionne pas correctement et que l'intestin est perturbé aussi, la personne elle aura probablement une mauvaise absorption des vitamines et minéraux qu'elle consomme dans son alimentation, et donc la personne peut se retrouver en carence de pas mal de choses. Puisque on le sait aujourd'hui, bien sûr, une bonne digestion c'est aussi la clé pour une bonne absorption de toutes les vitamines, minéraux et oligo-éléments qui se trouvent dans l'alimentation. C'est un peu dommage si on a une super alimentation super équilibrée mais que notre thyroïde elle est un petit peu en berne, eh bien c'est dommage parce qu'on n'arrivera à absorber qu'une petite partie de tous les nutriments que l'on consomme, puisque effectivement la digestion se fera pas de manière optimale. Et après ça peut un peu être l'effet cercle vicieux, puisque on digère pas bien, donc on n'absorbe pas bien les nutriments, on se retrouve en carence, ce qui va encore plus déséquilibrer la thyroïde. Donc vraiment il faut penser à aller regarder un petit peu du côté de cette thyroïde. Donc voilà, j'espère que déjà c'est plus clair pour vous la façon dont la thyroïde va influencer la digestion. Maintenant on va voir un petit peu pourquoi cette hypothyroïdie elle est si souvent mal diagnostiquée ou oubliée. Tout simplement parce que en général, pour mesurer l'état de la thyroïde, on mesure la TSH, qui est une hormone qui est produite non pas par la thyroïde, mais par l'hypophyse, qui elle-même va stimuler la glande thyroïde pour qu'elle puisse produire ses hormones thyroïdiennes, donc la T3 et la T4. Donc la TSH, en gros, c'est un message que va envoyer l'hypophyse vers la thyroïde pour lui dire de fonctionner un peu plus ou un peu moins. Donc l'hypophyse, c'est un peu le grand chef de la thyroïde, donc en général, quand la thyroïde dysfonctionne, il faut aussi peut-être aller voir, est-ce que c'est pas l'hypophyse qui n'envoie pas le bon message, mais bon, en général, c'est plutôt la thyroïde qui a un petit souci et l'hypophyse ne fait que ce qu'elle peut. Mais voilà, donc si la TSH elle est normale, ça veut dire que l'hypophyse elle envoie le message à la thyroïde de fonctionner, que tout va bien, tout se passe bien. En revanche, si la TSH elle est un petit peu trop haute, eh bien ça veut dire que l'hypophyse elle est un petit peu obligée de crier sur la thyroïde pour lui dire de fonctionner. En gros, l'hypophyse elle envoie un message à la thyroïde pour qu'elle fonctionne et qu'elle sécrète ses hormones thyroïdiennes, donc la T3 et la T4, mais parfois la thyroïde elle ne répond pas, c'est-à-dire qu'elle va pas fonctionner correctement, elle va être un peu trop ralentie, donc l'hypophyse elle s'énerve, elle se met à crier pour que la thyroïde elle puisse fonctionner un peu mieux et qu'elle se réveille entre guillemets. Et donc ça on le voit effectivement quand la TSH devient un petit peu plus haute, comme c'est l'hormone sécrétée par l'hypophyse, eh bien ça montre que l'hypophyse elle est en train un petit peu de s'énerver parce que la thyroïde ne répond pas comme elle voudrait.
Donc ça déjà c'est une indication. C'est une indication pas forcément que l'hypophyse elle a un problème et qu'elle crie pour rien. En général, si elle doit s'énerver, c'est que c'est la thyroïde qui ne répond pas comme il faudrait. Donc effectivement, il faut aller voir ce qui se passe du côté de la thyroïde. Donc le premier problème avec cette fameuse TSH, c'est que en général, on ne mesure que ça. Et déjà, premier problème, les normes labo classiques ne sont pas forcément ce que l'on appelle des normes santé. On distingue aujourd'hui vraiment les normes labo et les normes santé. En gros, les normes labo, il faut savoir que c'est pour ça que d'ailleurs les normes peuvent être différentes d'un laboratoire à un autre. Et là, on peut se dire, bah c'est bizarre, normalement les normes elles devraient être les mêmes partout. En fait, souvent, les normes labo, c'est une espèce de moyenne de toutes les personnes qui sont passées dans ce labo. Et donc, ils vont faire une espèce de moyenne de fourchette basse, fourchette haute, et de, en gros, là où devraient se situer un peu les analyses. Mais du coup, c'est pour ça que les normes labo, c'est pas toujours des normes santé. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue médical, on va considérer que oui, c'est ok. Sauf que déjà, ne serait-ce que par exemple pour la ferritine, qui est quand même un élément assez important, dans certaines normes labo, on nous dira qu'il faut être au-dessus de 10, et dans d'autres labos, on nous dira qu'il faut être au-dessus de 6. Alors que ça paraît pas beaucoup la différence comme ça, mais ça peut être énorme déjà, et ça prouve bien qu'effectivement les normes labo ne sont pas souvent des normes santé. Par exemple pour la TSH, les normes labo sont entre 0,5 et 4 milliunités internationales par litre. Les milliunités internationales par litre, c'est un peu complexe, mais c'est une unité de mesure utilisée pour quantifier la concentration d'une hormone. Donc souvent c'est un peu la norme qu'on retrouve partout. Or, vous voyez que cette fourchette entre 0,5 et 4, elle est quand même très vaste et elle est clairement trop vaste. Ça paraît assez contre-intuitif que les normes santé puissent être aussi larges. En général, c'est quand même un peu plus précis. Et effectivement, en normes santé, on considère qu'une TSH au-dessus de 2 milliunités internationales par litre, elle est déjà considérée comme anormale. Ça veut pas dire que la personne a absolument un problème de thyroïde ou qu'il y a une maladie ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, on va plutôt aller considérer, voir s'il n'y a pas une hypothyroïdie frustre, encore une fois. Donc, qui veut dire que d'un point de vue médical, il n'y a pas de maladie, tout va bien, mais pour autant, la thyroïde est quand même un petit peu au ralenti. Donc ça, c'est le premier problème. Donc parfois, moi, j'ai des personnes qui me disent « Oui, ma TSH, elle est très bien, je suis à 4, c'est nickel. » Bon, une TSH à 4, clairement, en normes santé, c'est pas du tout normal, et nous, on va quand même envie d'aller un peu investiguer et de voir pourquoi est-ce que l'hypophyse, elle est obligée de crier sur la thyroïde. Le deuxième problème, c'est que en analyse classique, on ne mesure que la TSH. Donc on ne mesure que l'activité de l'hypophyse, mais on ne va pas mesurer l'activité de la thyroïde. Est-ce que la thyroïde, elle produit suffisamment de T3 et de T4 notamment? Or, parfois, une TSH peut être dans les normes, donc dans les normes labo, mais même parfois dans les normes santé, et pourtant, la thyroïde peut ne pas fonctionner correctement et avoir une production de T3 et de T4 anormale. Puisque par exemple, l'hypophyse donne à l'ordre à la thyroïde de fonctionner, la thyroïde répond très bien, sauf que finalement, la sécrétion qu'elle va faire des hormones T3, T4 ne sera pas forcément optimale. Alors qu'effectivement, on peut se dire, bah si, elle fonctionne, puisque l'hypophyse lui dit de fonctionner, elle répond bien, donc tout va bien. Donc c'est important d'aller voir un petit peu plus loin. Donc l'idée, c'est pas de vous donner un cours magistral sur la thyroïde, mais voilà, sachez quand même que, effectivement, même une TSH normale, si la personne a des symptômes d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, il faut quand même aller creuser un petit peu plus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des médecins ne veulent pas le faire si la TSH est dans les normes labo. Et parfois, c'est même pas de leur faute, c'est qu'en fait, si jamais ils prescrivent à une personne d'analyser la T3 et la T4, souvent en plus c'est pas remboursé. Donc déjà, les personnes sont pas toujours très enclines, je sais pas si ça se dit, enclines à le faire, mais en plus de ça, parfois ils se font taper sur les doigts par les organismes différents de remboursement des analyses, parce qu'on leur dit ne faites pas ces analyses-là, si la TSH elle est dans les normes labo, on va pas creuser plus loin, ça coûte trop cher à la société. Ce que en soi je peux comprendre, mais voilà, c'est vrai que quand il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où on se dit mais il n'y a rien qui fonctionne, il y a vraiment un problème, ils ont beaucoup de symptômes d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie, il faut quand même aller creuser un petit peu plus loin. Et surtout, donc c'est pour ça que c'est important de mesurer aussi la T3 et la T4 pour voir si elles sont correctes. Et ça peut être intéressant aussi de mesurer un peu les nutriments dont a besoin la thyroïde pour fonctionner. Parce qu'il faut savoir que parfois une simple carence en fer notamment, ou en sélénium ou encore en iode, qui sont 3 éléments dont la thyroïde a absolument besoin pour fonctionner correctement, et bien une simple carence dans l'un de ces micronutriments peut entraîner un dysfonctionnement de la thyroïde. Encore une fois, sans que forcément ça devienne une pathologie, mais ça peut effectivement la mettre un peu au ralenti.
Et c'est également le cas quand on a un stress par exemple trop intense ou une restriction alimentaire trop forte. Si on suit un régime alimentaire par exemple trop restrictif, eh bien ça peut aussi impacter la thyroïde. Donc ça c'est important parce que parfois on va chercher un peu dans des trucs compliqués où on se dit la thyroïde fonctionne pas bien, donc le médecin donne un traitement médical. Alors bien sûr dans certains cas c'est nécessaire et je suis pas là pour critiquer ça, mais c'est vrai que des fois c'est un peu dommage parce qu'on va pas forcément chercher plus loin, alors que si on avait été voir par exemple le statut en iode d'une personne en faisant par exemple une iodurie des 24 heures, donc une analyse urinaire sur 24 heures pour voir la quantité d'iode que la personne rejette dans les urines, ce qui montre un reflet un peu de ce qu'elle a utilisé, eh bien on verrait que la personne est en grosse carence d'iode, ce qui arrive quand même très souvent, et qu'il suffit peut-être de simplement lui redonner de l'iode en complément alimentaire et l'inviter à consommer plus d'iode dans son alimentation pour que la thyroïde se remette à fonctionner et que tout se remette en ordre. C'est pas toujours le cas, hein, mais voilà, ça arrive quand même assez souvent. Et tout ça, bah effectivement, si la personne a par exemple une grosse carence en iode, donc la thyroïde se met un petit peu au ralenti, eh bien ça entraîne des troubles digestifs récurrents et autres problématiques pour lesquelles on se dit mais c'est bizarre, on n'arrive pas à trouver de solution, alors qu'en fait il suffisait d'aller regarder de ce côté-là. Bien sûr, il faudra toujours croiser les analyses biologiques avec la clinique, c'est-à-dire avec les symptômes d'une personne. Ils sont quasiment aussi importants parce que dans certains cas, la personne peut avoir des valeurs anormales de thyroïde mais n'avoir aucun symptôme, ou à l'inverse, avoir des valeurs qui semblent normales mais finalement avoir plein de symptômes. Donc c'est important de mesurer ça parce que vraiment chaque personne est différente, on réagit tous vraiment différemment à plein de choses. Donc il faut vraiment aussi se baser sur les symptômes d'une personne et pas que sur les analyses biologiques si jamais on arrive à avoir des analyses biologiques. Donc voilà, il sera important effectivement en cas de troubles digestifs et de symptômes d'hypothyroïdie qui sont en général frilosité, constipation, fatigue, difficulté à perdre du poids ou prise de poids où tout est un peu au ralenti, la personne se sent clairement au ralenti. Eh bien ce sera important d'aller creuser cette piste et de pas forcément s'arrêter à la TSH, mais si vous êtes naturopathe par exemple, de voir si la personne peut demander à son médecin si elle peut un petit peu investiguer un petit peu plus la thyroïde, voilà, ou voir comment c'est possible d'essayer d'avoir plus d'analyses, parce qu'il est intéressant effectivement de mesurer la T3, la T4, ainsi que tous les nutriments dont la thyroïde a besoin, comme par exemple, encore une fois, le fer, l'iode, le sélénium et d'autres. La personne pourra également faire les analyses par elle-même, hein, si elle le souhaite, mais le budget peut vite monter, et surtout, il faut être capable de pouvoir interpréter ces analyses. C'est là où parfois il y a un peu cette limite, les personnes se disent bah tant pis, mon médecin veut pas me prescrire tout ça, je vais le faire moi-même. Sauf qu'en fait, interpréter des analyses, ça ne s'invente pas. C'est pour ça qu'effectivement il y a des médecins et aussi des biologistes dans les labos, donc on peut aussi demander aux biologistes de nous aider à interpréter. Mais voilà, c'est important de pas non plus faire trop de choses tout seul, parce que si après on n'est pas capable de les interpréter, ou même nous en tant que naturopathe, on n'est pas censé interpréter des analyses biologiques, on n'est pas médecin. Donc voilà, c'est un domaine qui est un petit peu effectivement un peu touchy, parce que l'idée c'est pas de se mettre à la place du médecin, de prendre son rôle, ni d'aller d'envoyer nos clients chez leur médecin en disant demandez à votre médecin de faire T3, T4, iode, fer, sélénium, etc. L'idée c'est simplement d'orienter un peu les gens pour voir si on peut investiguer un petit peu cette piste-là, mais c'est vrai que voilà, nous en tant que naturopathe, on peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Voilà, donc maintenant on peut se dire que faire en cas d'hypothyroïdie frustre, que faire si effectivement le coupable c'est une hypothyroïdie. Là c'est difficile de répondre puisqu'en fait ça dépendra de la cause première. Est-ce que la personne elle est en hypothyroïdie à cause d'une carence en micronutriments? Souvent c'est quand même une carence en iode ou en fer, ce qui est quand même clairement le cas chez les femmes, hein, chez beaucoup de femmes ça peut être le cas. Est-ce que la personne elle est dans une période de stress trop important, du coup ça a mis la thyroïde un petit peu au ralenti, ou est-ce qu'elle suit un régime trop restrictif qui également a mis la thyroïde au ralenti? Donc pour ça bien sûr il faut se faire accompagner pour pouvoir soutenir efficacement la thyroïde, que ce soit par l'alimentation, l'hygiène de vie, la phytothérapie, voilà, parce qu'il existe aussi des plantes qui vont permettre de booster un peu naturellement la thyroïde, mais il faudra bien sûr aller comprendre pourquoi est-ce que la thyroïde s'est un petit peu mise au ralenti. Voilà, il faut bien sûr comprendre tout ça, parce que sinon, c'est encore une fois, on va juste mettre un pansement sur une plaie et ça ne va pas régler la plaie. Donc voilà, c'est vraiment important de se faire accompagner. Si vous-même vous êtes naturopathe, par exemple, faut pas hésiter à travailler si c'est possible avec un médecin pour voir un petit peu tout ça et voir ce qu'il est possible de faire. Parfois il faudra un traitement médicamenteux, parfois on peut faire plein de choses de manière plus naturelle. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir travailler effectivement en bonne intelligence sur tout ça.
Mais voilà, en tout cas, maintenant vous savez effectivement quel est un des coupables souvent présents en cas de troubles digestifs. Effectivement, il s'agit de l'hypothyroïdie, qui est malheureusement souvent oubliée, mais quand même fréquemment en cause, en particulier chez les femmes, encore une fois. Alors, ça peut bien sûr être aussi le cas chez les hommes, mais une grande majorité quand même des personnes concernées sont des femmes. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme promis, je voulais vous reparler du Pianto, ce complément alimentaire pas comme les autres qui apporte les bienfaits de la fermentation ainsi qu'un concentré de micronutriments comme du magnésium mais aussi des acides aminés, des antioxydants et des vitamines. Ce que j'apprécie particulièrement avec Pianto, c'est le fait qu'il agisse comme un soutien global de l'organisme, contrairement à beaucoup de compléments alimentaires très ciblés qui vont apporter un seul nutriment ou soutenir un seul système du corps, comme le système nerveux ou articulaire. Ceux-ci sont bien sûr utiles dans des cas particuliers, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on apporte en grande quantité un seul nutriment ou que l'on soutient un seul système, cela peut déséquilibrer d'autres fonctions du corps humain. L'avantage avec Pianto, c'est que sa richesse en micronutriments va vraiment agir comme un soutien global du corps et de tous ses systèmes. Il est ainsi recommandé dans de nombreuses situations, il contribue à nourrir le microbiote, à reminéraliser, à redonner de l'énergie en cas de stress ou de fatigue et à soutenir les fonctions hépatiques, le métabolisme cellulaire, l'équilibre acido-basique tout en offrant un pouvoir antioxydant. Personnellement, en cette période automnale où les températures chutent, j'adore l'intégrer à une soupe pour lui apporter un boost de nutriments et un petit goût salé délicieux. Et pour apprécier pleinement Pianto, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code Pianto10. Alors profitez-en bien et prenez soin de vous. Si vous avez des questions suite à cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours et de discuter avec vous des épisodes, de savoir si ça résonne chez vous, si ça vous parle, si vous avez des questions. Donc je reste disponible sur Instagram. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment ce qui permet de faire découvrir mon travail au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode s'il peut être intéressant pour l'un ou l'une de vos proches. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre thyroïde. To everyone else, this is a desk. But to you, it's a launch pad. Your starting block. This ain't a desk. This is opportunity. Switch to Boost Mobile and get the Coach Prime Moto G 5G on us at your local Boost retailer. Moto G 5G on us when you switch with ID verification and new Unlimited Plus or Unlimited Premium plan activation. Taxes extra. All prices, fees, features, functionality, and offers are subject to change without notice. See participating dealers for details.